Un premier commentaire sur la composition peut-être de ce gouvernement avec vous, Laurent Bouvet. On sait qu'Emmanuel Macron voulait réunir des hommes, des femmes de bon sens pour des réformes justes, efficaces. C'est ce qu'il avait dit. Sa promesse est-elle tenue ? Oui, bon, le gouvernement est un gouvernement qui fait rentrer des figures nouvelles dans la... disons, au premier rang, avec des personnalités plus habituelles, on va dire. Simplement, moi, ma première réaction, quand j'ai entendu les noms, c'est que ce qu'avait... pas promis, mais ce qu'incarne Emmanuel Macron et son Premier ministre, évidemment Édouard Philippe, c'est une rupture, une disruption, si on emploie ce mot pas très joli venu de l'anglais, qui a beaucoup été utilisé pendant la campagne, qui est vraiment la marque de fabrique de cette transformation en profondeur. On voit finalement que le gouvernement est un petit peu en décalage, voire en retrait par rapport à ça. Parce que quand on regarde des personnalités qui viennent plutôt de la gauche, Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian ou Richard Ferrand, c'est des personnalités qui ont été proches d'Emmanuel Macron assez tôt dans la campagne, mais ça renouvelle pas beaucoup le cadre. Il y a très très peu finalement de prises, comme on dit, à droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui sont dans le ministère économique. Ouais. Et puis tout un ensemble de gens venus de la société civile qui sont pour la plupart des très bons professionnels ou des bonnes idées plutôt. On peut penser à Françoise Nyssen à la culture. Ça, c'est Nicolas Hulot quand même, sa personnalité. Et alors je gardais le meilleur presque pour la fin. Je laisse de côté François Bayrou et Marielle de Sarney qui étaient prévus à bord, bien sûr, pour le MoDem. Et Nicolas Hulot qui absorbe un petit peu toute l'énergie écologiste parce qu'on voit bien que les écologistes qui avaient rejoint d'Europe Écologie Les Verts, qui avaient rejoint Emmanuel Macron, on pense à François de Rugy, Barbara Pompili notamment, ne sont pas présents. Donc comme si toute l'énergie, sans mauvais jeu de mots, écologique était absorbée dans la personnalité déjà très connue médiatique. On se rappelle que Nicolas Hulot avait déjà été envisagé pour être ministre sous Jacques Chirac. Donc là aussi, le renouvellement n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Alexis Massard, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vrai que sur le renouvellement, c'est peut-être un peu en deçà de ce qui avait été annoncé? Oui, c'est-à-dire que le pari est tenu sur la société civile. On voit un certain nombre de personnalités apparaître. On peut penser aussi à la nouvelle ministre des Sports, très connue. Ceci étant, sur l'aspect... Laura Flessel. Laura Flessel, tout à fait. Sur l'aspect plus politique, effectivement, on peut rester un petit peu sur notre faim. On entendait beaucoup parler des prises de guerre chez les Républicains, qu'elle est implosée là, depuis 48 heures, 72 heures. Bon, Bruno Le Maire et son score aux élections primaires, c'est pas non plus extraordinaire. Gérald Darmanin, c'est un signe vers les sarkozystes, un sarkozyste montant, mais c'est pas encore à ce stade une figure majeure. Cela c'est un petit peu limité. Et je suis assez surpris aussi que l'ouverture vers la droite se situe vraiment vers les Républicains, puisque du côté de l'UDI, par contre, je ne retrouve personne. Ouais. Il y a quand même 3 personnalités issues du MoDem, dont le président François Bayrou, Marielle de Sarnez ou encore Sylvie Goulard. Du MoDem, tout à fait. Où là, on retrouve d'ailleurs, même dans les ministres d'État, un équilibre entre le signe donné vers En Marche, avec le premier ministre d'État par ordre protocolaire, pour rassurer suite à la nomination d'un Premier ministre de droite, suivi ensuite de Nicolas Hulot, société civile, davantage écologiste, et ensuite François Bayrou. Donc il y a l'équilibre, on retrouve les soutiens d'avant premier tour au travers du MoDem. Mais par rapport à l'élargissement et à la question aussi de la future majorité présidentielle, si En Marche n'a pas une majorité absolue aux élections législatives, quid de l'UDI qui pourtant, me semble-t-il, est le terrain le plus favorable à une discussion avec le nouveau président de la République et son Premier ministre. Il n'a pas réussi à ouvrir suffisamment à droite, Laetitia Krupa, d'un point de vue de la communication. Votre premier commentaire, votre première analyse? En termes d'image, je vais redire ce que disent mes confrères. Évidemment, pas de surprise. On attendait une surprise, on attendait des noms, on attendait des personnalités connues, des personnalités qui tranchent, un peu une transgression, vous voyez, dans cette politique que Emmanuel Macron nous promet nouvelle, novatrice, révolutionnaire même, il avait employé ces mots-là.
Bon, bah non, finalement, en plus, Nicolas Hulot, le problème, c'est que ça a fuité depuis quelques jours, donc ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire que l'effet surprise, on ne l'a pas. Voilà, aujourd'hui, c'était clair. L'effet surprise sur Laura Flessel, bon, oui, mais en tout cas, une sportive au ministère des Sports, ça n'a rien de surprenant. Donc finalement, même Nicolas Hulot, si on lit un petit peu ce qu'il a écrit là dans la foulée de sa nomination, 1 heure après, il fait paraître un communiqué et il rappelle que, effectivement, être ministre n'a jamais été un objectif en soi et que cette donne politique doit ouvrir de nouvelles opportunités. Discours, encore une fois, très commun, qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà, donc on attend de savoir si ce gouvernement est vraiment un gouvernement de combat ou c'est juste un gouvernement anti-choc avant les législatives. Ouais. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est votre sentiment aussi, Laurent Bouvet, c'est un gouvernement finalement pour mener la campagne des législatives, un gouvernement de transition? Mais ça apparaît comme un gouvernement alors de transition ou du moins provisoire qui pourrait être modifié avec le résultat des législatives parce qu'on est dans une situation d'incertitude quand même. Là, on a pour la première fois depuis très longtemps des législatives qui s'annoncent comme ça, un mois de la présidentielle extrêmement incertaine. Donc, je pense que on peut déjà dire qu'il y aura des transformations. Alors, dans quel sens, évidemment, on ne peut pas le savoir puisque le résultat des législatives sera déterminant, mais on voit bien que c'est une architecture, disons, provisoire qui va évoluer parce que on a un sentiment peut-être d'inachèvement. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet là dans ce dispositif. Oui. Alors, avant de poursuivre l'analyse, autre réaction, celle du sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, avec vous, Saveria Rojek. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin au budget, ce sont des belles prises pour Emmanuel Macron? Des prises belles, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que d'abord, il n'y en a que 2. On pourrait se rassurer, il n'y a que 2 républicains sur 22 ministres. Je parle des ministres, pas du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. 2 sur 22, on est loin des 6-7 qu'on imaginait ou que peut-être certains espéraient pour eux-mêmes et qui doivent être déçus aujourd'hui. En même temps, les 2 sont curieusement réunis à Bercy. Aussi bien Le Maire que Darmanin, pour que j'ai de l'amitié et de l'estime. Enfin, les 2 à Bercy, c'est-à-dire les 2 dans le ministère qui a été celui, assez longuement, d'Emmanuel Macron. Je veux dire par là que le président de la République aura probablement un œil, pour ne pas dire plus, très lié à ce qui se fera à Bercy. Donc on voit bien que les grands ministères plus autonomes, l'intérieur, la défense, ne sont pas pour les Républicains. Je regrette d'ailleurs, après tout, peut-être que Bruno Le Maire aurait pu dire il y a des ministres d'État, il y a un socialiste, il y a un écologiste, il y a un modem, voilà, what else pourquoi je ne suis que 9e dans l'ordre hiérarchique? Ce n'est pas une critique, il voulait être ministre, il est ministre, mais du côté des Républicains, il n'y aura pas l'hémorragie que certains annonçaient, où on nous disait vous en allez avoir de toutes les tendances, de toutes les familles internes des Républicains. Ça n'est pas le cas. Au final, beaucoup de bruit pour rien, c'est ça, dans la division de la droite? Ce serait presque shakespearien. Moi, je ne sais pas, parce qu'en réalité, peut-être que d'ailleurs le président de la République, dans sa sagesse, a entendu le message des Républicains qui dit, Monsieur le Président, la démocratie, c'est d'abord les législatives. Ensuite, soit la droite gagne et vous formez un gouvernement avec la droite, soit la droite perd et vous pouvez parfaitement ouvrir, définir des projets, des propositions. Mais c'est absurde, avant les élections législatives, de dire, ben voilà, il y a un gouvernement, c'est comme ça, il y a tout le monde. On sait bien qu'on n'est pas sur les mêmes projets. Monsieur Macron n'a pas les mêmes idées que nous sur la CSG, sur les salaires et les retraites, pas sur les textes sur le terrorisme, pas sur l'immigration. C'est quelle ligne politique aujourd'hui, on ne sait pas. Donc si vous deviez qualifier ce gouvernement, c'est un gouvernement de gauche, de centre-gauche? Je ne sais pas si on peut le classer politiquement. En tout cas, c'est un gouvernement qui ne détonne pas et n'étonne pas. On s'attendait quand même à beaucoup de gens totalement nouveaux, à des surprises. Et puis finalement, dans les anciens partis, socialistes, Modem et tout, c'est quand même des gens très installés depuis longtemps. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises. Et très rapidement, pour finir, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ce soir ne font plus partie des Républicains? Le bureau politique a décidé il y a déjà quelques jours que ceux qui iraient au gouvernement avant les élections législatives se mettaient d'eux-mêmes en dehors du parti. C'est leur choix. Très bien. Merci Roger Karoutchi pour cette réaction. Merci beaucoup.
Merci Saverien pour cette réaction. Et puis vous le disiez, eh bien, les membres des Républicains nommés au gouvernement ne font plus partie de LR. Annonce à l'instant de Bernard Accoyer. Alexis Massard, on parlait de ce gouvernement peut-être de transition qui laisse peut-être un sentiment d'inachevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disait Laurent Bouvet ? Tout à fait. On est effectivement, à mon avis, sur une période de transition. Alors, est-ce que Nicolas Hulot sera de transition ou est-ce qu'il restera derrière? On verra bien. Mais effectivement, il y a des manquements. Il a dû négocier certainement des marges de manœuvre, Nicolas Hulot, pour éviter peut-être une démission malvenue rapidement. Depuis 48 heures, parce qu'effectivement, l'effet surprise, il a fait un peu flop, malheureusement, alors que jusqu'à présent, la culture du secret était assez présente dans l'équipe Macron. Là, il y a eu pas mal de fuites. Résultat, le choc attendu n'est pas forcément au rendez-vous. Oui, négocier, j'imagine très bien qu'il a dû négocier, puisqu'il avait négocié déjà avec Jacques Chirac pour refuser, ensuite avec Nicolas Sarkozy, puis avec François Hollande. S'il accepte cette fois-ci, c'est peut-être que ça a été plus loin. Mais par contre, effectivement, pour revenir sur ce que disait Laurent, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, on est sur une phase transitoire. On va attendre le résultat des élections législatives. On n'a aucune projection fiable à ce stade. Est-ce qu'En Marche aura une majorité absolue, aura une majorité relative? Est-ce qu'on revivra ce qu'on avait vécu avec le gouvernement Rocard en 88, où il y avait une majorité relative et une partie du centre droit s'était alliée à lui pour l'aider à gouverner? Il y a beaucoup d'incertitudes et par définition, tout ça va être remis à plat au lendemain des élections législatives, une fois qu'on aura une visibilité sur une potentielle majorité présidentielle. Et d'ailleurs, en parlant des fuites, ce qui est aussi amusant de remarquer, c'est que les deux noms, Le Maire et Darmanin, ont fuité aussi il y a quelques heures, parce que certainement qu'il sait que ce ne sont pas des prises de guerre si identifiées que ça, si people que ça. Donc on fait fuiter pour ne pas avoir après en conséquence ce ne sont finalement des personnalités plutôt faibles dans le camp des Républicains, etc. Alors juste un petit conseil que je donnerais au gouvernement, et notamment à Édouard Philippe, qui tweet quelques minutes après gouvernement nommé et maintenant au travail. Ok, d'accord, c'est juste peut-être faire un petit exercice pédago sur justement ces membres de la société civile, parce qu'ils sont inconnus du grand public. Alors s'ils sont nommés, c'est qu'ils ont certainement la compétence, ça a été vraiment rappelé par l'équipe Macron, c'était un des éléments fondamentaux pour être nommé à des postes comme ceci. Donc qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Et peut-être ce travail-là va pouvoir aider aussi à comprendre ce gouvernement, parce qu'ils sont relativement nombreux. Laurent Bouvet, c'est vrai que quand on s'attarde bien sur les entrants issus de la société civile, ça non plus, c'est pas une nouveauté. On a régulièrement eu l'habitude dans les gouvernements précédents de voir des membres issus de la société civile. Peut-être pas. Là, ils sont nombreux. Oui, c'est ça. Là, il y a vraiment un nombre important de membres de la société civile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un membre de la société civile, peut-être, pour déjà bien clarifier les choses? Un membre de la société civile, tel qu'on l'entend dans le vocabulaire politique français, parce que ce terme est compliqué. C'est pas, si vous dites société civile dans les différents pays européens qui nous entourent, vous n'aurez pas du tout la même signification. Donc, pour la France en politique, la société civile, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. C'est-à-dire qui n'ont pas vu se succéder les mandats politiques. Là, on en a un certain nombre. Ce sont des gens qui sont nommés à des postes. On voit derrière vous, par exemple, Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Qui est une, pour le coup, ça c'est un bel éditrice, qui est la fille qui a repris Hubert Nyssen, le fondateur de la maison Actes Sud à Arles, qui a repris cette maison d'édition et qui l'a fait prospérer depuis. C'est une maison d'édition qui a obtenu de nombreux prix, qui est très prestigieuse, même si c'est une petite maison indépendante, c'est pas une grosse maison. Donc ça, en plus, son nom n'avait jamais été cité d'aucune manière par aucun gouvernement précédent. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le paysage, qui est un Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, lui, est beaucoup plus connu dans le monde politique, puisqu'il devient ministre de l'Éducation nationale. Il a exercé de grandes responsabilités en tant que recteur. Il avait eu un rôle important en tant que recteur de Créteil, notamment sur des innovations. Il a été DGESCO, c'est-à-dire le grand directeur au ministère de l'Éducation nationale sur l'enseignement scolaire. Il était directeur de l'ESSEC. C'est quelqu'un qui est très connu. C'est un collègue professeur de droit, moi, que j'ai connu il y a déjà très longtemps. On a une grande médecin, Agnès Buzyn, Solidarité à la santé. On a Flora Flessel, qui est très connue du grand public. Et Muriel Pénicaud, parce qu'on la voit derrière vous. Qui est beaucoup ça, moins c'est intéressant connue, comme profil. Qui est une DRH, une ancienne DRH de Danone, si je crois. C'est Barre Orange, Dassault, Danone. Voilà, qui a fait plusieurs grands groupes, donc qui vient du privé, de la direction des groupes privés, et puis qui est rentrée dans l'administration, puisqu'elle dirigeait Business France, c'est-à-dire
c'est-à-dire l'agence qui s'occupe de l'attractivité de ces questions, donc qui a une expérience de l'administration au ministère de l'économie à Bercy, donc qui connaît bien aussi. C'est une personnalité intéressante et qui va avoir très vite des dossiers qui concernent la réforme du Code du travail. Du gros dossier sur les fameuses ordonnances et la réforme du Code du travail. Ça va être là quelque chose de très lourd. Alors on peut imaginer que et Matignon et bien sûr l'Élysée vont être en soutien, voire un peu plus que ça sur cette réforme. Et c'est pour ça peut-être que c'est pas aussi un poids lourd politique qui occupe ce ministère. Ouais, Alexis, pardon. Alors, non, justement, juste là, c'est une idée qui me traverse l'esprit. Effectivement, quand vous parlez d'Élysée et Matignon, moi, je me pose la question de quel est le poids là de Édouard Philippe dans ces nominations. C'est-à-dire qu'on nous a dit que les tractations étaient âpres, c'est pour ça que ça prenait du temps, et qu'on a mis 24 heures de plus à annoncer ce gouvernement. Bon, les Philippot-compatibles, à part Darmanin, effectivement... C'est la marque d'Emmanuel Macron, vous voyez la marque d'Emmanuel Macron dans le gouvernement, apparemment, oui, alors peut-être pas pour la société civile, mais enfin, oui, par exemple, Nissen, je vois Emmanuel Macron, oui, complètement. Ouais. Un mot avec vous, Alexis Massard, justement sur Muriel Pénicaud, puisqu'on le disait, elle va avoir justement ces dossiers de réforme du Code du travail à gérer par ordonnance, c'est le premier dossier chaud. Qu'est-ce que ça dit, ce choix de quelqu'un qui vient justement du privé pour gérer ces dossiers? Du privé, de grands groupes, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même l'habitude en tant que DRH de pratiquer vraiment le dialogue social au sein d'entreprises. Et si on a bien compris ce que souhaitait faire Emmanuel Macron, c'était bien délocaliser au sein d'entreprises le dialogue social. Donc je pense que là, c'est un signe qui conforte un petit peu cet élément. Elle est par définition aussi connue des syndicats, donc je pense que pour un poste de ce type, c'est important. Et par ailleurs, parce que j'entendais tout à l'heure, juste après l'annonce du gouvernement, des commentaires sur finalement la parité homme-femme. À nouveau, les femmes sont sur des postes moins importants. Alors, si on prend la lecture de l'ordre protocolaire, effectivement, on peut faire cette remarque. Ceci étant, quand on y regarde de plus près par rapport aux enjeux premiers qui ont été fixés pour le quinquennat qui arrive, on retrouve quand même, là on vient d'en parler, une femme au ministère du Travail sur quand même un des enjeux importants, la question de l'Europe. Alors même si là on a deux personnes qui gèrent l'Europe, puisque l'Europe et les affaires étrangères sont mêlées, mais il y a Marielle de Sarnez qui est sur cette question-là aussi. Alors que l'on voit, pardon, Alexis Massard, sur ces images, la passation de pouvoir qui se fait entre Jean-Marc Ayrault, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avec Jean-Yves Le Drian. Cette image, qu'est-ce que ça dit? C'est le changement dans la continuité. On savait que Jean-Yves Le Drian était parti pour rester. Oui, là, très clairement, Jean-Yves Le Drian, c'était une des grosses prises de la campagne d'Emmanuel Macron. C'est un des ministres emblématiques du gouvernement sortant. Un des plus populaires. Un des plus populaires, voilà, au point tel qu'il est dérogatoire, puisqu'il a pu garder sa présidence de conseil régional. Qu'en sera-t-il dans les temps qui viennent? Je ne sais pas s'il a déjà donné l'information ou pas. Donc là, effectivement, c'est logique de le retrouver à un poste. On s'attendait à le voir rester sur place. Et finalement, ce changement, au regard de l'expérience qu'il vient d'acquérir au sein de la défense, il change de portefeuille, il démultiplie ses compétences, c'était attendu. C'est une caution régalienne, Laetitia Krupa, Jean-Yves Le Drian, caution régalienne d'Emmanuel Macron, le fait de le conserver au sein du gouvernement. Oui, et puis il est très connu par les Français, il a rassuré les Français voilà, dans la lutte que la France mène contre Daesh, contre le terrorisme. C'était une figure pilier de effectivement la sécurité, de toute la politique sécuritaire de la France sur le plan, au plan national. Donc bien sûr que c'est évidemment là, comme Nicolas Hulot, moi je dirais peut-être même en termes de popularité, une belle prise, oui, évidemment. Laurent Bouvet, un mot sur Jean-Yves Le Drian. Oui, c'est à la fois la compétence reconnue, quelqu'un de tout à fait non seulement respecté, mais même, je crois, admiré au sein de l'armée. Il a vraiment su conquérir le cœur des militaires. Et puis, quelqu'un qui a été une des rares réussites publiques dont on peut immédiatement juger. On verra pour le bilan du quinquennat Hollande, évidemment, historiquement. Avec un double périmètre, on le voit, il sera un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, il faut le souligner, parce que c'est la première fois que le ministère des Affaires étrangères s'intitule ministère de l'Europe, de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'est très particulier. Et c'est un signe, d'ailleurs, dans ce gouvernement. C'est un gouvernement très
pro-européens, très européens. Ce sont des personnalités qui toutes, de Sylvie Goulard à la Défense, François Bayrou, Marielle de Sarney, évidemment, Bruno Le Maire, qui a été aussi en charge des affaires européennes. Gérard Collomb, ce sont des gens qui sont tous des Européens au sens Union européenne, de la construction européenne actuelle, convaincus. Ce ne sont pas des eurosceptiques, des gens qui doutent, qui aimeraient réorienter la construction européenne. Ce ne sont évidemment pas des souverainistes. Bon, mais ça, c'était évidemment pas le sens de la candidature et de la victoire d'Emmanuel Macron. Mais c'est un petit peu plus que ça. Ce sont des gens qui sont ou qui ont été des enthousiastes de la construction européenne. Et je crois que ça, c'est un signe important que veut donner aussi Emmanuel Macron à travers ce gouvernement. Alors, on disait bien que ce gouvernement tenait sa promesse en matière de société civile, de personnalités issues de la société civile. Pour le reste, est-ce que l'équilibre a été trouvé entre la gauche, la droite, le centre? Quel regard portez-vous sur cette composition dans la annoncée? parité, aucun souci. L'équilibre gauche, droite, centre, société civile à peu près. Quand on regarde les choses de près, on voit que ceux qui viennent de la gauche sont au fond des socialistes qui avaient rallié déjà Emmanuel Macron et En Marche. Et il y a bien sûr à droite la grosse prise de guerre de Bruno Le Maire, évidemment. Donc côté centriste, on voit que effectivement les gens du MoDem, François Bayrou, Marielle de Sarnez occupent des positions qui sont importantes. François Bayrou, ministre d'État sur un poste régalien à la justice. Donc effectivement, pour le moment, pas trop mal sur les équilibres et notamment ce dosage un peu savant du et gauche et droite pour être au centre. Donc pas mal. Sur le renouveau, je dirais que je suis plus en demi-teinte sur le renouveau. On voit des personnalités, pour certaines d'entre elles, qui soit sont dans le paysage politique depuis un bon moment, soit ont déjà occupé des fonctions. On va voir une passation de pouvoir au ministère des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian. Elle a lieu en ce moment, qui incarne un peu moins bien, on va dire, le renouveau. Donc on voit un gouvernement, premier gouvernement, parce qu'il y aura quand même sans aucun doute des ajustements après les législatives, qui cochent pas mal certaines des cases d'Emmanuel Macron, mais pas toutes complètement. Ouais. Notamment Gérard Collomb, peut-être Laurent Bouvet, puisqu'on l'a entendu s'exprimer au début de cette émission. Quel signal est-ce que Emmanuel Macron a voulu envoyer en nommant Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur? On voit que c'est peut-être la fidélité qui, avant tout, récompensée. Gérard Collomb, c'est le grand élu qui est le premier, très tôt, a cru en Emmanuel Macron. Donc c'est le vieux grognard. Ceux des téléspectateurs qui ont vu les images de la passation de pouvoir à l'Élysée dimanche ont vu la manière très napoléonienne dont Emmanuel Macron dosait son remerciement à l'ensemble des gens qu'il saluait, de la poignée de main jusqu'à la tape appuyée sur la joue. Donc Gérard Collomb, c'est celui avec lequel il y a eu l'échange le plus intense. Ému, d'ailleurs, on il s'en était souvient, très Gérard ému, Collomb, il avait les larmes à l'œil. On se rappelait, pour les plus anciens, de Mitterrand avec Mendes France en 81, où Mitterrand avait chaleureusement salué, remercié en disant « tout ça c'est grâce à vous » de Mendes France, qui était évidemment déjà âgé et ému lui aussi. Bon, toutes choses égales par ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, Gérard Collomb, c'est le pilier, c'est un maire de Lyon, de la métro, qui a construit la métropole autour de Lyon, donc qui est une collectivité locale à part en France, qui est une préfiguration de ces formes métropolitaines dont on nous parle maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est un très grand élu local, qui a su être, qui a incarné aussi un dynamisme économique très fort. Et puis Gérard Collomb représente historiquement un des courants, le courant moderniste du Parti socialiste, de ce qu'on appelle l'aile droite du Parti socialiste, les réformistes, etc. Il a été, dans sa carrière politique, ça fait 40 ans qu'il est dans la carrière politique, au PS notamment, il a été toujours de ce côté-là. Donc il a été souvent rejeté, très souvent un peu minoré. Là, pour lui, c'est aussi une reconnaissance. C'est la première fois en 40 ans qu'il est ministre, parce qu'on a parlé de lui pour être ministre à plusieurs reprises. Dans les 4 fois successives où le Parti socialiste était arrivé au pouvoir depuis 81, jamais il n'a été. Là, il est le Premier ministre après le Premier ministre, si je puis dire, puisqu'il est ministre d'État dans l'ordre protocolaire. Donc voilà, c'est tout ça, Gérard Collomb. Voilà, alors il est, je pense aussi, très ému de quitter Lyon. Et
et sa métropole, parce que pour lui, c'est l'histoire de sa vie. Hein, donc voilà. Bon. Laetitia Moi, je pose juste une question. Je vous écoute et effectivement, ça s'entend complètement. Et finalement, on comprend le geste d'Emmanuel Macron qui remercie le plus fidèle parmi les fidèles. Est-il le plus compétent pour ce ministère ? C'est juste la question que je pose. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de compétence générale quand même. Oui, mais c'est juste, est-ce que c'est si évident que ça de le voir non, je pose juste la question, est-ce que c'est si évident de voir Gérard Collomb à l'intérieur ? On avait été habitué à des hommes plus jeunes, outre Cazeneuve évidemment, mais plus énergiques, etc. On se rappelle d'un Sarkozy, d'un Valls. Est-ce que c'est un homme qui va rassurer les Français ? On sait que c'est quand même un des ministères clés, surtout en ce moment. Je pose la question. Alors, peut-être. n'ai pas la réponse. Quelles sont les premières impressions que vous avez pu avoir après ce Conseil des ministres, cette feuille de route ? Est-ce qu'il y a encore une volonté de rupture marquée par Emmanuel Macron ? Alors, c'est encore plus compliqué qu'on le pensait, je trouve, parce que moi, depuis quelques jours, je mets un peu en garde, modestement, je veux dire, sur le fait que sous ces airs de chamboule-tout, Emmanuel Macron est en train quand même vraiment de se glisser dans des habits presque du général, on va dire, et qui risque de mener notamment ce Conseil des ministres de façon très présidentielle, très incarnée, après l'épisode de Sarkozy complètement débridé, et puis une période Hollande qui n'a pas non plus totalement modifié les choses. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il reprenne cette histoire en main, qu'il tente en tout cas d'instaurer un secret. Et ça va au-delà de ça, parce que ça s'accompagne en termes de communication de quelque chose de très fort, avec la fermeture de la cour de l'Élysée pour que les journalistes ne puissent pas assister à la photo finale, ne puissent pas parler au ministre à la sortie. Et il demande, comme tous ses prédécesseurs, plus de débats. Mais ça va passer par ce secret, justement. Y arrivera-t-il ? C'est vraiment la question. La confidentialité, c'est vrai que le terme a été employé, Florian Silnicki. Pourtant, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, se défend de verrouiller la communication. Qu'en pensez-vous ? Il est porte-parole. Il est dans son rôle de porte-parole, il ne doit pas trop en dire. Le risque, c'est d'ailleurs qu'il en dise au fond suffisamment pour se faire taper dessus et ne pas rester très longtemps porte-parole. Bérangère Bont a raison. Emmanuel Macron, il a, du point de vue de son image, tenté de tout mettre en œuvre pour resolaniser et resacraliser cette fonction présidentielle. Et ça passe par une maîtrise de l'image et de la communication. On sait qu'il y a en ce moment en cours une restructuration très profonde du service de presse et du service de communication par rapport à ce qui a été mis en œuvre par François Hollande, son prédécesseur. On sait aussi qu'il a la volonté très claire de se faire suivre par les journalistes qu'il a choisis et de faire fuiter ce qu'il a envie, parce qu'il a tiré les leçons du quinquennat de François Hollande, qui a beaucoup subi des fuites et des informations qu'il ne maîtrisait pas et qu'il n'a pas ensuite réussi à surmonter et qui ont abîmé son lien avec l'opinion publique. Ouais, Tristan Kinamoboil, peut-être si on reste sur cet aspect communication, relation avec la presse, que vous inspire ce premier Conseil des ministres ? Déjà, on a vu lors de la composition du gouvernement que c'était compliqué d'avoir des informations fiables. Jusqu'au dernier moment, on a eu des surprises. On était habitué précédemment à avoir le teasing qui était un peu gâché. Bon, là, le suspense au moins était conservé jusqu'au bout. Alors, le premier Conseil des ministres, on a vu, en termes de com, c'est vrai que la photo dans l'escalier, pas dans le jardin, mais bon, est-ce que ça c'est peut-être un peu accessoire finalement. On verra demain son premier déplacement au Mali, qui sera un moment important. On voit qu'il veut choisir des journalistes surtout spécialisés, c'est-à-dire qu'il ne veut plus que des journalistes politiques fassent la chronique finalement des questions de personnes, etc. Il veut des techniciens qui mettent en valeur finalement des aspects Pourtant, il n'y coupera pas certainement, Tristan. Il aura toujours le commentaire des journalistes politiques, mais il veut le réduire pour mettre en valeur effectivement des symboles forts. Et demain au Mali, on aura sûrement l'occasion de le voir, de le constater. Ouais, ce travail de pédagogie qui a peut-être manqué à François Hollande, il tire les enseignements de ce qu'il a pu vivre de l'intérieur aussi, Emmanuel Macron ? Oui. Enfin, il tire les enseignements sur bien d'autres choses encore et sur surtout des conclusions inverses aux constatations, enfin à l'expérience qu'il a pu vivre au sein du quinquennat Hollande. Le quinquennat Hollande, c'est celui qui a fait Emmanuel Macron. Donc oui, il tire toutes les conclusions
en termes de secret, en termes de maîtrise du temps, en termes de maîtrise de la communication. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Enfin, cela dit, je ne pense pas non plus qu'on tombe dans une kremlinologie à la française. Ça reste tout de même un président de la République qui se veut en plus totalement transparent, même s'il conserve encore une fois la maîtrise du temps, mais au bout du compte, il délivre les informations qui doivent être délivrées. Et n'oubliez pas qu'il va avoir bientôt un projet de loi sur la moralisation de la vie politique, qui est une façon de rendre transparent l'ensemble du système. Bon, après, il faut voir ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas non plus exagérer l'aspect forteresse, l'aspect secret, l'aspect c'est quelqu'un qui sait où il va, qui doit s'installer, comme vous le disiez, donc qui donne les limites, qui donne le cap, qui donne l'orientation, qui donne également les limites de l'action. Enfin, on va le développer peut-être tout à l'heure. Parce que c'est vrai ce qu'on a dit, on a vu un petit peu les rôles, comment ça allait se départager entre un Premier ministre et le Président Bérengère Bonte. Juste, dans cette communication où il remet comme ça des règles très strictes, il y a quand même, moi j'ai observé aujourd'hui qu'il a quand même laissé une caméra entrer et faire tout le chemin ce matin dans la voiture de Marlène Schiappa, qui, comme par hasard, est dans une circonscription un petit peu compliquée, de Mounir Majoubi, même chose. Donc je veux dire, il n'est pas non plus, il sait exactement où il va. Et ça va déboussoler sans doute notre profession, notamment. Mais bon, c'est très amusant d'observer que vraiment tous ses prédécesseurs ont rêvé de ça. Notamment pour ce qui touche à la confidentialité des débats en Conseil des ministres. Et c'est cette non-confidentialité qui a fait qu'il n'y a jamais eu de débat sur la déchéance de nationalité, parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir une discussion sans que tout sorte dans la presse. Enfin, c'est ce que regrettaient les ministres. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver là? Tristan Quinault-Montpoil. Mais ça peut être un peu différent lorsqu'il y aura les premières tensions au sein du gouvernement. C'est un gouvernement qui rassemble quand même des personnes qui, a priori, n'avaient rien à voir entre eux. Là, ça tient Justement, pour l'instant. elles ont été appelées à la solidarité, au travail collégial. Le jour où il y aura des arbitrages défavorables pour certains, peut-être qu'ils seront tentés de faire fuiter quelques informations. Donc, est-ce que ça va tenir dans le temps? C'est pas sûr. Cette synthèse, c'est la question pour tout le gouvernement et toute l'action Calamy. du gouvernement, vu la façon dont il est composé, sans parler de l'Assemblée nationale qui va ensuite naître des prochaines élections. Est-ce que vous voyez peut-être justement la façon dont vont devoir travailler ces ministres, qui étaient encore hier parfois adversaires politiques, ça va être compliqué? Oui, je voulais juste compléter sur l'aspect communication, puisqu'on est dessus, mais c'est vrai que ce sont des vraies interrogations qui naissent au sein de la profession. Bon, après, il ne faut pas tomber dans le microcosme, mais c'est vrai que ce sont des vraies informations qui touchent à l'action gouvernementale. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le compte-rendu fait par Christophe Castaner pas sur le perron de l'Élysée, mais enfin après le Conseil des ministres, il a bien précisé que les conseillers ministériels qui jusque-là, comme lui, lorsqu'il était, je crois que c'était chez Jospin en 1997, il parlait volontiers à la presse. Là, il a bien dit qu'il y avait des instructions extrêmement précises pour passer par les attachés de presse ou les attachés parlementaires, enfin ça c'est pour les députés ou les suppléants, mais que les conseillers étaient autorisés à parler que dans certaines limites et voire interdits de parler même à la presse et aux journalistes. Donc il y a quelque chose d'extrêmement construit. Si on revient sur la composition du gouvernement, Florian Silnicki, je le disais, ça va être compliqué de faire travailler tous ces ministres qui étaient encore hier adversaires politiques, selon vous? Sans doute, mais ce gouvernement et sa composition, elles ont été travaillées pour avoir un rôle dans la campagne des élections législatives qui vient, et un rôle très précis. Je crois que c'est Devedjian qui disait sous Sarkozy, je suis favorable à l'ouverture jusqu'aux sarkozystes. Eh bien, certains en avaient rêvé. Macron l'a réalisé, notamment avec Darmanin, par exemple. On sait que Emmanuel Macron, il a poursuivi là, au fond, l'entreprise de dynamitage de la droite républicaine. Je ne sais pas s'il va y arriver et si, au fond, il a réussi à aller aussi loin que ce qu'il avait tenté d'imaginer. En tout cas, ce gouvernement et l'image qu'il donne de ce gouvernement, c'est un gouvernement technique, sérieux. Au fond, on n'a pas misé sur des images, sur des gens qui portent une image très populaire auprès des Français, à part peut-être Flessel et quelques-uns. On a cherché à faire un gouvernement de techno, de spécialistes, d'experts, qui sont jamais les meilleurs communicants d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner dans l'exercice de leur ministère. En tout cas, il a tenté là un gouvernement d'union nationale. Encore un clin d'œil, par exemple, dans les intitulés des ministères. On a vu un certain nombre de mots s'ajouter ou disparaître. Le mot finance a disparu. C'est intéressant d'observer les périmètres de chacun.
Hein. Exactement. Alors on n'a pas le ministère des droits des femmes. D'ailleurs, certains mauvais esprits diront que parmi les ministres d'État, il n'y a pas de femmes, par exemple. En revanche, on a vu la fonction publique se transformer en action publique. Est-ce à dire que les fonctionnaires passent au fond à des gens qui vont devoir davantage dépasser les règles traditionnelle de la fonction publique, c'est pas dit. Ouais, un mot sur cette synthèse, elle est bel et bien là, Bérangère Bonte. Je grimaçais sur le certain mauvais esprit diront. De fait, il n'y a pas de ministre d'État femme, pardon. Parenthèse fermée, pardon. Cette synthèse, elle est là, selon vous? C'est comment dire, de la belle ouvrage. Évidemment que ce gouvernement, c'est assez intelligemment construit politiquement, en termes d'origine socio-professionnelle, d'âge. C'est vrai que dans chaque domaine, on découvre là, heure après heure, des personnalités qui sont extrêmement respectées. Je pense à la santé, je pense à l'éducation. C'est effectivement assez bien fait. Il faut reconnaître là, ce stade. Peut-être, Tristan, est-ce que cette pluralité va être garante de l'efficacité après de l'action gouvernementale? Ça, c'est justement peut-être le point faible. Mais il y a aussi des profils... Le point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est vrai, au moins. Mais il y a des profils aussi qui peuvent avoir, à moyen terme, un effet politique très important. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il est respecté par la droite. Donc il va pouvoir sûrement capter un peu impressionner cet électorat de droite. Il participe comme ça à cette division de la droite. Et pourtant, on le présente comme un représentant de la société civile. C'est plutôt habile parce que c'est bien amené. C'est pas non plus un épouvantail a priori pour les électeurs de gauche qui ne le connaissent pas encore, ni les syndicats. Voilà, il a été numéro 2 du ministère de l'Éducation pendant très longtemps, donc c'est un technicien. C'est pas, par exemple, comme Najat Vallaud-Belkacem qui pouvait cliver l'électorat, les Français. Là, c'est amené différemment et ça peut être habile. Alors, on s'est beaucoup interrogé, Yannick Halimi, hier sur ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement de transition ou un gouvernement fait pour durer? Édouard Philippe a partiellement répondu. On l'écoute, c'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Évidemment que c'est un gouvernement bâti pour durer. Il y a des élections législatives, elles ont pour objet de donner une majorité au président et au gouvernement pour s'engager dans la voie qui a été définie par le président de la République au moment des élections présidentielles. Donc le moment des élections législatives, il est évidemment essentiel et il conditionne tout ce qui va se passer par la suite. Mais le gouvernement, il est là pour gouverner, il est là pour préparer ce redressement. Alors, Yannick Halimi, est-ce que c'était vraiment un gouvernement qui, selon vous, est fait pour durer ou simplement pour amener une majorité à l'Assemblée nationale? Ah bah les deux, mon capitaine, j'allais dire, parce que s'il amène une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité gouvernementale et une majorité... Emmanuel Macron n'a pas encore perdu cet espoir d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ce gouvernement, constitué comme on l'a dit, est destiné à cela. Donc le gouvernement sera de transition, non, à deux conditions. Si effectivement il y a une majorité extrêmement solide, encore une fois, voire absolue, en faveur du gouvernement et avec des candidats d'En Marche et puis du MoDem, pour aller vite. Et puis aussi, si tous les ministres ou secrétaires d'État qui se présentent dans leur circonscription remportent les législatives, puisque vous avez vu qu'hier, c'était une des conditions pour rester, c'est-à-dire gagner les législatives lorsqu'on est membre du gouvernement. Je lisais un grand quotidien du soir tout à l'heure qui disait Emmanuel Macron a eu besoin de la gauche pour remporter la présidentielle, il a besoin pour remporter les législatives de la droite. Donc il s'est mis en ordre de bataille avec des portefeuilles régaliens. Tout de même, c'est pas rien. L'ancien budget, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin avec M. Darmanin. Évidemment, l'action et les comptes publics, c'est le Premier ministre et M. le maire. Oui, voilà, c'est ça. Toutes les tendances de la droite sont de quoi conforter. Pardon ? Toutes les tendances de la droite sont représentées. Tout avec Darmanin, Sarkozy, Bertrand. Effectivement, donc il est là l'opération de dynamitage vraiment à droite, puisqu'on aurait pu attendre d'autres personnalités politiques, peut-être plus de poids que Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire. Je pense que c'est un secret pour personne. Ils auraient voulu d'autres pointures, notamment par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet qui finalement... Jean-Pierre Raffarin qui a aussi été... Voilà, il avait été cité exactement, mais je pense que l'important n'est plus là, dans la mesure où il y a quand même des personnalités
de poids à droite, qui ont en plus des portefeuilles extrêmement importants. On ne va pas les reciter. Je pense que l'idée de tout ça, c'est de donner confiance à l'électorat, notamment juppéiste, voire un peu plus, si je puis dire, peut-être un peu, même quelques fillonistes, j'allais dire, d'avoir confiance dans le gouvernement et de voter pour des candidats en marche. Voilà, alors qu'il y en ait 3 ou 4 dans la mesure où ils sont suffisamment visibles et puis avec une influence et un poids ministériel et gouvernemental assez fort. Après, il faut que les candidats de droite votent pour que les électeurs de droite votent pour les candidats d'En Marche. Je pense que c'est ça le pari. Bérangère Banton, on sait que maintenant, ça a été rappelé par Christophe Castaner, tous les ministres sont des militants de la majorité présidentielle. Pour ceux qui sont candidats aux législatives, ils vont devoir se présenter comme ça. Ça manque pas de saveur quand même, parce qu'effectivement, et c'est totalement inédit. Totalement. Faut se mesurer, faut mesurer quand même ce que ça représente de se retrouver en 15 jours de temps, quand on a fait campagne ou même fait campagne à titre personnel comme Bruno Le Maire pour avec des ambitions personnelles, puis s'être rangé derrière le candidat de la droite et se retrouver à devoir prendre une bannière qui n'est quand même vraiment pas le. Et il aura un candidat LR dans sa circonscription. Bruno Le Maire, exactement. Oui, absolument. Ouais. Vous parliez des électeurs. Je sais que sur notre antenne à Europe, on a depuis 2-3 jours, on diffuse beaucoup de témoignages de militants assez tentés. Et c'est là où l'opération de dynamitage fonctionne. C'est-à-dire de gens qui se disent, bon, de toute façon, maintenant qu'on y est, il vaut mieux leur donner une majorité de gouvernement. Et voilà, quoi. Allons-y, pardon. Les sondages progressent. Justement. Des personnalités, par exemple. Ils ont été en plus tellement déboussolés par cette campagne des Républicains et de François Fillon que. Voilà, il y a un côté après tout. Eh bien justement, vous faites la transition parfaitement puisque les sondages sont plutôt favorables. Il permettrait d'offrir une confortable majorité à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement Philippe de mettre en œuvre ses réformes. Mounir Soussi. La dynamique enclenchée lors de la présidentielle en passe de se prolonger aux législatives pour En Marche. Dans une enquête Harris Interactive, l'alliance En Marche Modem obtiendrait 32% au premier tour, devant les Républicains UDI et le FN à 19% chacun. Dans la lignée de son mauvais score à la présidentielle, le Parti socialiste confirme sa mauvaise passe avec seulement 6% d'intention de vote. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pourrait confirmer sa percée électorale avec 15%. Emmanuel Macron semble avoir consolidé sa base. Sur les 8,5 millions d'électeurs qui ont voté pour lui au premier tour, 83% sont prêts à soutenir un candidat En Marche. Plus largement, 6 Français sur 10 souhaitent que le président ait une majorité pour gouverner. Ce sondage a été mené après la nomination d'Édouard Philippe, mais avant la composition du gouvernement. Dans une enquête publiée aujourd'hui, les chiffres sont moins encourageants. La cote de confiance du président s'élève à 45% et celle du Premier ministre à seulement 36% d'opinion favorable. À titre de comparaison, à son entrée en fonction en 2012, celle de François Hollande atteignait 58%. Une semaine après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron ne bénéficie pas du traditionnel état de grâce. Une réaction peut-être justement, on le savait, il n'aurait pas d'état de grâce, Emmanuel Macron, à son arrivée au pouvoir. Il va devoir très vite faire la preuve de son efficacité. Voilà, oui, exactement. Il a bien compris tout cela. Emmanuel Macron, il vient de nulle part. Il y a eu quand même un certain Macron-bashing pendant la campagne. Enfin bon, après on en pense qu'on veut sur le fond, mais bon, la rotonde, est-ce que ça valait vraiment tout ce déferlement de propos désagréables. Compliqué pour lui. La première semaine de l'entre-deux-tours a été très dure pour lui. Donc mais son redémarrage n'était pas là et Marine Le Pen à l'inverse était prête tout de suite. Peut-être, oui. À utiliser ça, bien sûr. Peut-être, oui. Enfin, toujours est-il qu'il n'a pas de temps à perdre. On le voit bien, depuis qu'il est né, il n'a pas de temps à perdre, ce monsieur, j'ai l'impression. Et donc, tout le gouvernement se met au travail. Il y en a déjà qui sont sur le terrain, par exemple, Bruno Le Maire. Maintenant, c'est à lui. Mais c'est peut-être plus simple. Enfin, je n'en sais rien, c'est très compliqué de toute façon. C'est peut-être plus simple de gravir les échelons et de conquérir la confiance que d'éviter de la perdre, je me dis. Peut-être qu'étant sur une dynamique ascendante, il peut continuer à espérer de monter. Ouais, ça va lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il va pouvoir bénéficier de cette dynamique, Florentine Niki, selon vous? Alors ça, il n'y a que les électeurs qui vont pouvoir le décider. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi un autre pari, qui est celui de ringardiser les deux vieux partis traditionnels de la Ve République, qui vont, eux, avoir une sacrée réflexion à entamer, notamment sur leur rôle de sélection des candidats potentiels au gouvernement. Parce qu'il a permis une
chose, Emmanuel Macron. Il a montré à tous les hommes et à toutes les femmes politiques de notre échiquier qu'au fond, il n'avait pas besoin d'appartenir à un parti pour faire partie d'un gouvernement. Et ça, évidemment, si un parti, ça ne sert plus à finir ministre, eh bien, à quoi ça sert, étant donné qu'ils avaient déjà tous perdu la grande majorité de leurs électeurs. C'est une question qui va devoir être entamée par eux, à mon avis, assez sérieusement. Ouais, on voit bien les réactions aussi à gauche, avec Jean-Christophe Cambadélis qui s'est exprimé ce matin. Il déplore d'ailleurs l'absence de réels socialistes au sein du gouvernement et redoute bien que le Parlement soit bâillonné à l'issue de ces législatives. Mais son parti, il a fait 6% à la présidentielle. Les réseaux sociaux se sont moqués d'images. On le voyait seul sur une palette en train de haranguer 4 personnes. Donc finalement, il incarne, lui aussi, un peu de la vieille politique. Donc le commentaire de Jean-Christophe Cambadélis, c'est pas très grave s'il ne trouve pas ce gouvernement moderne. Ce qui est intéressant, vous avez diffusé la cote de confiance, par exemple, du Premier ministre et du Président de la République. Alors, elles sont assez faibles, il y a effectivement une marge de progression, mais c'est intéressant de voir l'électorat de droite, qui est effectivement clé pour le scrutin de juin. Et on voit que la droite est fracturée, c'est 45 contre 40. Donc, il y a une grande partie de la droite qui est prête, en tout cas, à voter pour le gouvernement, enfin pour la majorité présidentielle et pour ce gouvernement. Donc ça peut préfigurer de résultats qui sont plutôt bons et d'une marge de progression plutôt bonne pour les semaines à venir. Surtout qu'il a donné des symboles en plus lors de la passation de pouvoir qui font... c'était une passation de pouvoir assez solennelle, avec des images... C'est jupitérien, comme il le dit. Et ça ne peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir à la droite. Ouais. Bérangère Bond, vous évoquiez les électeurs de droite qui sont aussi déstabilisés par ce gouvernement et qui seraient prêts à apporter leur soutien. Est-ce qu'on a cette prise de conscience quand même au sein de l'état-major du Parti Les Républicains, selon vous ? Parce qu'on a eu le sentiment qu'ils étaient presque revigorés, finalement presque soulagés de voir que seulement, si je puis dire, 2 ministres et le Premier ministre avaient été, avaient rejoint le gouvernement. Je crois que les Républicains, ils ont leur cap, c'est 11 et 18 juin, et qu'il y a une 4e mi-temps, si on peut dire, et un gouvernement qui peut aussi être amendé, qui peut rouvrir la porte à certains de chez eux. Et donc, bon, ils ont les clés de Bercy, ce qui n'est pas rien du tout. On a entendu François Baroin, ils sont pris en otage, a-t-il dit, pour faire porter peut-être des réformes qui vont être très impopulaires sur les augmentations d'impôts, par exemple. Oui, enfin bon, si à l'issue ils n'ont pas perdu espoir de... Alors, peut-être pas d'avoir une majorité absolue. J'entendais Jean-François Copé hier ou avant-hier qui ici considère que c'est toujours jouable. Mais en tout cas, de peser suffisamment dans l'hémicycle pour ensuite obtenir quelques... Jannick Halimi. Je ne sais pas si vous les avez vus sortir, faire leur conférence de presse après je ne sais plus quelle réunion... où il y avait, je parle des Républicains, où il y avait François Baroin et Alain Juppé. Ce matin, Juppé abordé. Droit dans ses bottes, souriant à peine, et Alain et François Baroin débitant tout le compte-rendu et les réflexions qu'il pouvait avoir, que son parti pouvait avoir sur le premier Conseil des ministres. Mais je pense que l'un et l'autre ne sont pas du tout sur la même ligne. On le sait, de toute façon, il y a des juppéistes qui sont rapprochés du gouvernement et certains juppéistes qui le sont, clairement, avec le Premier ministre. Et autant Baroin et des Ciotti, tablent encore sur une cohabitation possible, c'est-à-dire avoir une majorité extrêmement importante encore à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un autre gouvernement et un Premier ministre véritablement LR. Et donc un programme, les Républicains. Alors qu'un Alain Juppé, je ne pense pas qu'il soit sur cette ligne-là. Il est, je pense qu'il est extrêmement Macron-compatible et même volontairement Macron-compatible, et que lui, une majorité relative permettant d'avoir une influence plus grande, mais pas déterminante non plus, tout en gardant la ligne macronienne du gouvernement, je pense qu'il se contenterait de ça, et parce que ça correspond totalement à sa philosophie politique qui n'est plus celle de la voix officielle des Républicains. Comme on le disait tout à l'heure, les Républicains ont explosé en vol. Ils ont beau être sur la même photo, ils ne regardent pas du tout le même objectif. Même si en off, ceux qui disent publiquement qu'ils croient à une majorité pour les Républicains disent en off que ça paraît un peu compliqué. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement peser, au moins limiter la casse au Parlement. Mais ce qui guette les Républicains, c'est la constitution de 2 groupes à l'Assemblée nationale. Ceux qui iraient gouverner avec Emmanuel Macron,
eux, ceux qui arriveraient après, ils n'auraient pas cette étiquette de traître. Ça serait plutôt l'Union nationale. Voilà, on vient vous donner un coup de main, vous n'avez pas la majorité absolue, on vient apporter le complément de voix pour des réformes symboliques. Et les autres, qui resteraient de droite coûte que coûte, bien à droite, la droite conservatrice, qui pourraient se séparer. Voilà, de voir que c'est la fin finalement de l'UMP de 2002. La droite radicale dont vous parlez, Laurent Wauquiez, Ciotti notamment, vous avez vu les appels du P de Laurent Wauquiez à Marion Maréchal Le Pen. Et elle lui a répondu. Oui, voilà, donc tout est possible là, parce que le Front National est lui aussi en voie d'implosion. On attend d'ailleurs l'intervention de Marine Le Pen. Bombe à fragmentation, oui, ce soir. Oui, Bérangère Bonté. Et non, mais chez les Républicains, l'aile macro-compatible est en train de s'organiser. Je veux dire, l'appel, je ne sais pas combien on est de signatures, on était à 173 hier, est quand même assez conséquent. 173 élus qui voilà, cette main tendue là dont on parle, ils la saisissent. Ouais. Il a réussi cette bombe à fragmentation, si on peut dire, sur la droite Florence Sénéqui. Vous avez raison, il l'a réussi. Et puis d'ailleurs, ça dépasse les Républicains. Et on voit aussi le potentiel d'attractivité d'En Marche, notamment quand on regarde l'affiche de Manuel Valls, par exemple, qui lui a décidé de s'afficher comme la majorité présidentielle alors qu'il n'a pas d'investiture et d'en adopter tous les codes graphiques. Ça démontre assez bien, moi je trouve, le pari réussi d'Emmanuel Macron à droite comme à gauche. Quel regard vous portez sur ce nouveau gouvernement? Est-ce que c'est un habile dosage justement pour amener une majorité confortable à Emmanuel Macron et à son Premier ministre Édouard Philippe aux législatives? Alors ce gouvernement est conforme à l'engagement d'Emmanuel Macron de gouverner la France au centre-gauche et centre-droit, même si on sent bien que la partie centre-gauche est beaucoup plus importante. Donc il faudra peut-être attendre les législatives pour un rééquilibrage. De belles personnalités. Moi, je suis très heureuse en tant que personne investie dans l'écologie que Nicolas Hulot ait accepté la fonction. Jean-Michel Blanquer est aussi un grand pédagogue sur ce sujet tellement important de l'école. Donc voilà, un gouvernement... On a entendu ce matin Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, dire que tous les ministres à présent sont des militants sur le terrain de cette majorité présidentielle. Est-ce que ça pose problème quelque part, notamment pour Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin, même si on sait qu'ils ont été exclus des LR? Ce qui est clair, c'est que pour Philippe Juvin, pour moi-même, pour la plupart des Républicains, nous allons faire campagne avec nos candidats investis par l'UDI et les Républicains. Les candidats En Marche feront leur propre campagne et il y aura un résultat le 18 juin qui donnera Vous allez soutenir qui, vous Moi, je sais où j'habite, je sais d'où je viens, donc sans nul doute, je soutiendrai les candidats de la droite et du centre que je connais depuis longtemps. Mais candidat LR investi par le parti voilà, et des parfois UDI, enfin ça dépend des accords qui ont été passés. Mais je veux témoigner combien ils sont concrètement eux-mêmes dans une démarche de construction avec ce nouveau gouvernement, puisqu'ils l'écrivent dans leurs documents, ils le disent à l'occasion de leurs réunions, ils sont très pragmatiques et je crois qu'ils entendent les habitants qui leur demandent maintenant de travailler, d'avancer, de réformer la France. Ouais. Stéphane Troussel, une réaction, cette pluralité du gouvernement, ça va apporter de l'efficacité? C'est la recomposition finalement qui avait été annoncée par Emmanuel Macron, elle est bien là? Bon, alors certes, en ce moment c'est l'ouverture du Festival de Cannes, donc on nous fait beaucoup commenter le casting, mais plutôt que de commenter le casting, il y a effectivement des gens tout à fait respectables, honorables. Plutôt que de commenter le casting, moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario qu'ils vont écrire, tous ces gens. Et il y a quand même quelques interrogations, parce que quelques contradictions entre, par exemple, si je prends les questions écologiques. Moi, j'ai beaucoup de respect et je crois l'engagement, bien sûr, de Nicolas Hulot totalement sincère. Il a toujours refusé d'appartenir, de faire partie d'un gouvernement, donc c'est plutôt une réussite là, de la part d'Emmanuel Macron. Bien évidemment, mais tout de même entre les positions très favorables au lobby nucléaire du Premier ministre et la volonté de Nicolas Hulot, par exemple, d'accélérer la transition écologique, de faire le choix des énergies renouvelables, il va y avoir là quelques contradictions. Donc moi, je suis pour la clarté et je suis pour que ma formation politique, elle se situe clairement, compte tenu du projet politique qui a été celui proposé par le président de la République à l'occasion de l'élection présidentielle, à savoir la fin du clivage gauche-droite. Moi, je crois le clivage gauche-droite
encore pertinent, même s'il faut le renouveler, le refonder, et notamment ma formation politique. Il n'est pas temps de sortir justement de ce clivage gauche-droite, d'aller vers une troisième voie non, parce que je crois que pour la à la Tony Blair, par exemple. Non, parce que je crois que pour la démocratie, c'est sain qu'il y ait des majorités, des oppositions. Et d'ailleurs, je trouve même que la manière avec laquelle Emmanuel Macron propose le débat politique, c'est potentiellement très inquiétant pour notre démocratie. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est finalement les mêmes arguments que Bernard Accoyer, c'est ce que disait le secrétaire général des Républicains. Ce n'est pas sain pour notre démocratie. Si désormais les seules oppositions, c'est les oppositions les plus radicales, celles de l'extrême droite et finalement de ce que dit France Insoumise, je suis inquiet pour la démocratie dans notre pays. Ouais. Philippe Juvin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas justement aller au-delà des clivages partisans pour permettre à la France de se réformer ? On se souvient de cette formule, l'intérêt, ce n'est pas le parti, mais le pays. Mais bien sûr, formule qui a fait mouche. Autour de la table, vous trouverez, tout le monde vous dira qu'on ne veut pas perdre 5 ans. Donc il est clair que la France nécessite qu'on y travaille, etc. Deuxièmement, il est évident, je suis porte-parole des Républicains, que nous avons perdu largement cette élection présidentielle et que le président de la République a une légitimité très forte. Deuxième point. Troisième point, c'est vrai, le gouvernement est fait de gens plutôt sympathiques, plutôt manifestement compétents, vous diriez ça ? Intelligents. En tout cas, il y a une part de société civile intéressante, mais il y a une question qui n'est pas résolue, quelle est la ligne politique de ce gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur des tas de sujets ? Vous avez parlé de l'écologie, je peux parler de sujets plus techniques, la CSG. Le président de la République a dit, moi je vais augmenter la CSG. Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, avait dit, je vais massivement la baisser. Donc il y a des tas de sujets où la ligne politique... L'arbitrage sera réservé mais la ligne politique n'existe pas. Et c'est ça le vrai sujet. Et donc la question c'est... moi, je le vois d'un bon œil, je vais vous dire, je suis dans l'opposition, mais je le vois d'un bon œil, ce gouvernement. En même temps, je me demande s'il n'y a pas quand même pas mal de théâtre. Et donc la vraie question, c'est que nous, Républicains, nous voulons vraiment une coexistence institutionnelle. Nous voulons participer au redressement de la France. Mais après que les Français aient décidé, grâce aux élections législatives, la ligne politique. Parce qu'aujourd'hui, dans ce gouvernement, il n'y a pas de ligne politique. Ce ne sera pas vraiment une coexistence pacifique, si je puis me permettre ce terme. Mais la démocratie, c'est forcément pacifique. Et puis, il est bon qu'il y ait des oppositions. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je veux dire par là que la recomposition dont vous parlez, elle surviendra sur un seul critère. C'est le choix des Français aux législatives, pas un casting. Ouais. Donc plutôt une cohabitation, une coalition, qu'est-ce que vous souhaitez ? Oui, les deux sont possibles. La cohabitation, ça dépendra du rapport de force. C'est pas la même chose. Et bien sûr, vous avez raison, mais vous savez que dans des tas de pays européens, il y a de grandes coalitions. En Allemagne, c'est le cas le plus connu. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche, parce que je suis d'accord avec vous. La notion de droite et de gauche, ça signifie quelque chose. La preuve, quand vous demandez aux Français, est-ce que vous êtes plutôt de droite ou de gauche ? Ils vous répondent. Donc ils savent ce que c'est. Et il ne faut pas laisser... le président de la République céder à la tentation de vouloir faire un parti unique, parce que le parti unique, par définition, c'est quand ça va mal, on cherche des oppositions, et les oppositions, elles ne sont pas là où on souhaite, elles sont chez Marine Le Pen, par exemple. Yann Brossa, peut-être votre réaction justement à ce qui vient d'être dit, à la fois le fait de dépasser les clivages partisans, on voit que ça ne plaît pas à tout le monde autour de cette table. Moi, je ne pense pas qu'en réalité, ce gouvernement dépasse les clivages partisans. Pas du tout, et je ne partage pas cette thèse-là, je pense au contraire que le message... Il n'a pas réussi à faire cette synthèse attendue depuis longtemps. Non, je pense que le message envoyé par Emmanuel Macron à travers la composition de ce gouvernement, c'est qu'il maintient très fortement un cap libéral sur les questions économiques et sociales. Alors ça n'est pas rien, les questions économiques et sociales, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de l'emploi, c'est ce qui taraude les Français chaque mois. Et la réalité, c'est que quand on regarde à qui il a confié les postes clés en matière économique et sociale, c'est Bruno Le Maire, c'est Gérald Darmanin, ce sont des personnalités issues de la droite. Ils sont pris en otage, disait François Baroin ce matin. Je ne le pense pas du tout. Je pense que ce sont des gens qui vont être très à l'aise dans un gouvernement qui va mener une politique de droite. Ils porteront peut-être la responsabilité de mesures impopulaires aussi. Autant je pense qu'il y a des contradictions sur les questions sociétales. Par exemple, Emmanuel Macron a dit qu'il était favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Je ne suis pas persuadé que Gérald Darmanin soit fan de ce type de mesures. Mais autant sur les questions économiques et sociales, c'est un cap libéral, voire ultra-libéral, qu'on relise ce que disait Bruno Le Maire pendant la primaire de la droite sur les suppressions massives de fonctionnaires, la casse du Code du travail. Et Emmanuel Macron a choisi de confier ces sujets-là à des personnalités de la droite ultralibérale. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce gouvernement et vous allez le combattre sur le terrain des législatives. Bien sûr, et je pense qu'on aura besoin de députés à l'Assemblée nationale qui se battent
contre ce type de mesures qui seront des mesures de régression sociale terribles, en particulier pour les classes moyennes et les familles modestes.